Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Mais tout de suite, je me tourne vers notre partenaire Régis Le Sommier. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de la rédaction d'Omerta, vous êtes auteur de La vérité du terrain, récit d'un reporter de guerre aux éditions Bouquin et de Jusqu'au dernier Ukrainien, récit d'un reporter de guerre aux éditions Max Milo. Et puis je rappelle, donc vous êtes directeur de la rédaction d'Omerta et votre dernier magazine d'Omerta est plus que jamais d'actualité et s'intitule Immigration, chaos organisé. Oui, absolument. Quand le magazine est sorti la semaine dernière, un petit peu avant les émeutes, et c'est un constat assez terrible de se dire, on ne pouvait pas être plus dans l'actualité. Quelque part, on aurait aimé ne pas y être au vu de ce qui s'est passé, au vu du désastre que ça cause pour notre pays. À la fois pour ses populations, à la fois pour tous ceux qui ont à subir ces violences, mais aussi pour l'image de la France dans le monde. C'est absolument désastreux, mais hélas, une grande partie de ce qui s'est passé trouve son explication dans des thèmes qu'on a analysés dans ce magazine. Et je pense en particulier à l'interview de Laurent Oberton, qui je crois était sur votre antenne il y a pas longtemps. Et donc tout ça résonne incroyablement. Le titre chaos organisé, oui, parce que on explique comment des politiques menées depuis des années ont amené à cette accumulation de rancœur, de haine, de colère, et qui font se dresser les communautés les unes contre les autres. Et ce fléau migratoire, nous on est allé aussi le poursuivre jusqu'aux sources de cette immigration, puisque nous sommes allés à travers des reportages dans ce magazine en Afghanistan, en Tchétchénie, à Mayotte, également en Tunisie. Donc on est allé vraiment aux sources et on raconte l'immigration sous toutes ses coutures. Voilà, constat triste, constat affligeant finalement, mais en tout cas dans ce magazine, il y a vraiment toutes les explications. Voilà, dernier magazine d'Omerta, Immigration, chaos organisé. On se tourne vers Charles de Meyer pour son livre « Pourquoi me persécutes-tu ? Chronique d'un Orient martyr » aux éditions La Nouvelle Librairie. Vue de haut. Bonjour Charles de Meyer. Bonjour Corentin. Alors, vous êtes président de SOS Chrétiens d'Orient et puis surtout, vous êtes l'animateur du libre journal des débats sur Radio Courtoisie, on le rappelle. Alors, je voulais revenir d'abord sur la jeunesse de SOS Chrétiens d'Orient qui, en septembre, aura 10 ans. Alors, pourquoi vous avez voulu, avec des amis, fonder cette association SOS Chrétiens d'Orient ? SOS Chrétiens d'Orient a donc les 10 ans à la rentrée, merci de le rappeler. Il y a 10 ans en France, on était dans une émotion sociale importante dans certains milieux conservateurs. À l'époque, beaucoup des fondateurs d'SOS Chrétiens d'Orient étaient mobilisés contre une loi qu'on jugeait dénaturant le mariage, à savoir la loi Taubira. Et on avait un appétit de l'engagement, un engouement politique important. Le problème de cet engouement, c'est qu'il était souvent dans le négatif, dans l'opposition, et que malheureusement, il a été couronné de défaites politiques. Cet engouement, on a voulu le tourner en positif, et au même moment, une partie de la jeunesse française était taraudée par deux choses. Des centaines de Français, un peu les mêmes qu'on voit d'ailleurs dans les émeutes actuellement, partaient combattre en Syrie aux côtés d'une rébellion déjà puissamment islamiste, et c'était l'incarnation de la jeunesse française que les Syriens voyaient là-bas. Dans le même moment, le président de la République de l'époque, François Hollande, se demandait s'il ne devait pas envoyer le porte-avions Charles de Gaulle pour appuyer la rébellion syrienne, qui n'en était pas déjà à ses premières exactions contre les villes chrétiennes. Il y a eu un moment fondamental pour nous, c'est l'assaut de Jabhat al-Nusra, c'est-à-dire l'équivalent d'Al-Qaïda en Syrie, contre la ville de Maaloula, qui est une ville où on parle encore le langage du Christ. Et là, du haut de nos 20 ans, Benjamin Blanchard était un peu plus âgé, mais du haut de nos 20 ans, on a décidé de faire quelque chose de positif. Et à Noël 2013, on a amené 4 tonnes de jouets, de vêtements et de cadeaux dans Damas, alors que Damas était harcelé par les islamistes. Et c'est le début de la grande aventure, de la grande histoire de SOS Chrétiens d'Orient. Donc concrètement, aujourd'hui, pourquoi les chrétiens d'Orient sont persécutés et quelles sont les persécutions en question de ces chrétiens d'Orient ? On peut dire qu'il y a 3 types de discrimination et de persécution qu'ils subissent. D'abord, la première, c'est celle du fait du kaléidoscope des radicalisations islamistes dans la région, qui vont prendre diverses
diverses natures, et donc dans chaque famille ou dans chaque clan, il y a une volonté que les chrétiens soient rangés soit au statut de dhimmi, soit simplement évacués du voisinage. Le deuxième facteur, c'est évidemment les enjeux géopolitiques. L'élément le plus déterminant dans la région, c'est certainement la destruction de l'Irak après l'invasion américaine de 2003 qui a profondément déstabilisé tous les équilibres en Mésopotamie, et les chrétiens d'Orient ne sont pas des êtres vaporeux, ils subissent comme tous les autres les conséquences politiques de ce qu'il se passe. Et le troisième point, c'est un aveuglement occidental depuis les printemps arabes, un aveuglement qui fait que, à travers les mécanismes de sanctions, à travers les interlocuteurs que nous désignons dans la région, nous désignons plutôt des gens qui n'ont pas tendance à aider les chrétientés orientales, c'est peu dire. Alors, avant de donner la parole à Régis Le Sommier, je voulais juste revenir aussi pourquoi ces chrétiens d'Orient sont abandonnés par la communauté internationale. C'est ce qu'il y a une lâcheté diplomatique, et puis il y a aussi une haine anticléricale par rapport à ces chrétiens d'Orient. Non, j'irai pas jusque-là. Ils font plutôt partie des minorités qui sont considérées par la communauté internationale parmi la mosaïque de minorités qui vivent au Proche-Orient. Le problème, c'est qu'ils sont portion congrue. Au début du XXe siècle, un quart de l'Empire ottoman était chrétien. Aujourd'hui, c'est poussière. Donc en réalité, quand on prend des décisions internationales à l'ONU, à l'Union européenne ou à l'OTAN, la question des chrétiens d'Orient est très très secondaire, et donc ce sont les parents pauvres de nos décisions politiques. Ce que nous essayons de dire avec SOS Chrétiens d'Orient, c'est que les Français tiennent à ces communautés, ils l'ont prouvé dans l'histoire, Saint-Louis, Napoléon III et même la Troisième République l'ont fait. Il faut rappeler à nos élus que quand on pense au Proche-Orient, il faut aussi penser à ces communautés-là. Régis Le Sommier. Oui, moi j'ai une question à vous poser. On a vu dans de multiples cas, vous évoquiez l'Irak qui a été effectivement le début d'un cataclysme pour les chrétiens d'Orient. Je me souviens moi d'avoir couvert la guerre là-bas à nombreuses reprises, et d'avoir noté des quartiers chrétiens là, du sud de Bagdad, en particulier de Dora, complètement désertés, avec des églises, avec des chaînes sur la porte des églises. Peu de chrétiens ont pu revenir en Irak, et beaucoup se sont réfugiés d'ailleurs en Syrie. Est-ce que le mouvement continue? Est-ce que finalement, comme disent les djihadistes, les chrétiens vont tous se retrouver au Liban? Ou est-ce que peut-être que en Égypte ou est-ce qu'il y a des communautés qui ont tendance à mieux résister aujourd'hui, et dont l'avenir est moins menacé qu'il ne l'a été? C'est une excellente question. Merci Régis Le Sommier. C'est important de contraster. Par exemple, la population copte en Égypte, comme vous le soulignez, elle progresse démographiquement. Elle a tendance à faire autant d'enfants que ses corélégionnaires égyptiens, et donc il y a plutôt un progrès avec une prise en compte de ces aspirations, imparfaite, mais une prise en compte quand même par le gouvernement, par les gouvernements du président Sisi. Donc là, on voit plutôt des progrès à la fois en termes numériques et aussi en termes de prise en compte politique. Et il y a des pays où, en revanche, c'est la catastrophe. En Irak, on est vraiment au risque de l'extinction d'une chrétienté, quasiment 1 million de chrétiens il y a 20 ans. Aujourd'hui, les estimations les plus basses disent 100 à 150 000, avec une difficulté de retourner sur leur terre. Les chrétiens d'Orient, finalement, ils sont un peu comme l'ensemble de la région. Ils sont sous 3 facteurs. Est-ce que l'État vous prend en compte ou pas, à la fois dans vos droits politiques et vos aspirations économiques? Par exemple, en Syrie, l'État prend en compte une partie des aspirations des chrétiens, mais ceux-ci subissent les sanctions américaines et françaises et européennes autant que les autres parties de la population. Il y a des endroits où il y a un choix politique qui n'est pas fait. C'est au Liban, par exemple, où la désunion des chrétiens accomplit leur dilution politique, et donc les met en danger. Et puis vous avez des endroits où la guerre directement les confronte. Je pense par exemple au Karabakh, la région entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Régis Le Sommier. Est-ce qu'ils sont revenus beaucoup en nombre dans la plaine de Ninive, ou est-ce qu'ils ont choisi l'exil, ou est-ce qu'ils restent au Kurdistan irakien actuellement? Quelle en est la situation au nord de l'Irak? C'est très compliqué pour eux de revenir, à la fois dans Mossoul et dans la plaine de Ninive. On peut le dire à cause de 2 raisons. La première, c'est que beaucoup ont tout perdu à l'occasion de l'invasion de leur terre par l'organisation État islamique. Et donc, reconstruire une maison, reconstruire une vie, retrouver un emploi, alors qu'on a été soit déplacé, soit réfugié, c'est très compliqué en termes de projection de vie. À chaque fois, c'est un drame humain.
Et un drame humain, quand on doit tout reconstruire, ça demande beaucoup d'exigences. J'ai des amis qui aujourd'hui sont dans des situations difficiles, soit ils sont encore bloqués en Jordanie, soit ils sont dans les quartiers qui ont fait l'actualité aujourd'hui en France. Ils voudraient revenir, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à se projeter là-dedans. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est le règlement de la situation dans la plaine de Ninive par la communauté internationale. En clair, une fois que l'organisation État islamique a été chassée de la plaine de Ninive et de Mossoul, il aurait fallu réfléchir à comment ces sociétés revivrait. Et aujourd'hui, c'est très mal fait, avec des questions de tension entre l'État central irakien, les milices qui ont participé à la libération de ces zones, et puis les velléités des chrétiens. Et là, malheureusement, alors que toutes les organisations avaient alerté sur ce principal enjeu, on voit beaucoup moins d'attention occidentale pour appuyer ce retour à une espérance de vie. Donc aujourd'hui, beaucoup au Kurdistan irakien, et malheureusement beaucoup émigré dans les pays occidentaux, et on peine à les faire revenir ou à les convaincre que des projets de réimplantation soient possibles. Alors Charles Demeyer, dans votre livre « Pourquoi me persécutes-tu ? Chronique d'un Orient martyr », vous revenez évidemment sur SOS Chrétiens d'Orient, l'association que vous avez fondée il y a 10 ans avec notamment Benjamin Blanchard, où vous envoyez donc des volontaires donc en Arménie, en Syrie, en Égypte, au Liban et en Irak. Et alors on vous a accusé notamment de refaire les croisades, de néocolonialisme finalement, parce que vous envoyez, ce sont des jeunes Européens qui vont dans ces pays pour aider les chrétiens d'Orient. Alors comment se passe la rencontre entre les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident, et qu'est-ce que vous répondez à ces accusations de croisade et de néocolonialisme? Alors d'abord, je fais partie de ceux qui n'ont pas honte de leur histoire. Donc l'histoire des croisades, si elle est aujourd'hui largement vilipendée, c'est aussi l'histoire d'une grande fresque, d'une grande aventure humaine liée par des inspirations religieuses qui sont bien plus hautes que ce qu'on connaît aujourd'hui dans nos pays. C'est un premier point. Deuxième point, les croisades sont très contrastées, à la fois pour ce qu'elles ont donné concrètement, et puis pour les relations aux chrétientés orientales. Non, nous, ce qui nous anime, c'est le sentiment d'une fidélité. La France, mystérieusement, a toujours été fidèle à sa vocation de protéger les chrétiens d'Orient. Alors, est-ce que c'est un signe d'élection divine ou une permanence de politique? Selon que vous soyez croyant ou non, vous ferez rejoindre ces deux points. Mais c'est une constance. Et donc, finalement, nous ne sommes que des héritiers qui continuons à assumer les devoirs que peut-être parfois des générations précédentes où l'État, notamment du fait de la déchristianisation, ne veut plus assumer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on a envoyé plus de 3000 jeunes volontaires épouser le quotidien des chrétientés orientales. Je crois que c'est quelque chose sur lequel Régis Le Sommier revient régulièrement. Il n'y a rien de plus vrai que le terrain. Quand vous épousez le quotidien des gens, quand vous vivez 6 mois, 1 an dans un village reculé, soit en Syrie, soit en Irak, soit au Liban, eh bien vous comprenez ce que les gens ressentent, à quel point ils subissent les politiques que nous mettons, et à quel point également leurs paroles méritent d'être relayées en Europe. Donc nos volontaires, eh bien, ils apportent une aide quotidienne, soit une aide humanitaire un peu à la Kouchner, j'allais dire, avec l'image du sac de riz, soit simplement une présence humaine, un souci de ces villages chrétiens, et c'est ça qui change toute la donne. Quant à ceux qui nous attaquent en disant que nous faisons du néocolonialisme, je crois que c'est eux en réalité qui sont les néocoloniaux, puisque leurs obscurités idéologiques font qu'ils ne perçoivent pas comment les gens vivent au Proche-Orient, avec une identité ethnique et religieuse qui est constitutive de leur vie, constitutive de leur signe de reconnaissance. Et donc, il n'y a aucun problème à expliquer à un sunnite ou un chiite qu'on va aider des chrétiens d'Orient une fois qu'on est sur le terrain. Par contre, il y a beaucoup plus de difficultés à expliquer ça à France Inter. Alors, je voulais revenir sur, évidemment, un épisode tragique, enfin pas tragique, qui aurait pu être tragique de votre association. C'est le 20 janvier 2020 où 4 collaborateurs de SOS Chrétiens d'Orient ont été enlevés donc, à Bagdad. Comment votre association a vécu cette épreuve? Parce qu'évidemment, vous avez parlé des 3000 volontaires. Là, c'est un cas qui est exceptionnel. Forcément, en allant en Irak, il y a forcément un danger. Alors, comment votre association SOS Chrétiens d'Orient a vécu cette épreuve donc, de ces 4 collaborateurs qui ont été enlevés? Ça a été un choc, hein. Ça a été un choc d'autant plus personnel que je devais faire partie de l'équipée que j'ai annulé 2 jours avant.
Donc il y a évidemment un mouvement de sidération au départ, et puis il y a les mérites de l'entraînement. C'est-à-dire que comme nous savions que nos collaborateurs, et pas nos volontaires, allaient dans des zones à risque, nous nous étions entraînés à faire des cellules de crise, des réactions en urgence, etc., etc. Et le mérite de l'entraînement, c'est que vous apprenez des habitudes, des réflexes que vous mettez en œuvre tout de suite et qui sont extrêmement rassurants. Et puis après, les relations avec l'ensemble de la chaîne qui permet de suivre ces situations, à la fois l'État et puis les assurances internes de SOS Chrétien d'Orient étaient excellentes. Donc on a pu être à chaque étape concentré et digne dans le soutien aux familles des otages, puisque évidemment vous avez des gens qui souffrent à côté et qu'il faut et dont il faut accueillir la souffrance. Je pense que ce que SOS Chrétien d'Orient a démontré, c'est que c'était une organisation extrêmement mature à cette occasion. Nous aurions pu nous disloquer, nous aurions pu céder sous la pression, et pourtant il n'en a rien été. Et aujourd'hui, SOS Chrétien d'Orient continue à travailler en Irak. On va évidemment moins souvent à Bagdad, mais on y retournera évidemment. J'insiste par ailleurs sur un point, c'est que les cadres de l'association ont mission de témoigner de notre solidarité avec les chrétiens d'Orient, là où ils sont persécutés, là où ils sont discriminés. Il n'y aurait aucun sens à s'appeler SOS Chrétien d'Orient si nous restions au Hilton des capitales dans lesquelles nous intervenons pour faire des interviews à la BBC et ne rien faire d'autre. Et je peux vous assurer qu'il y a quelques autres œuvres humanitaires qui ont tendance à faire cela. Régis Le Sommier. Moi, je vais vous demander pourquoi, selon vous, en particulier en France, il y a cette forme de frilosité vis-à-vis des chrétiens d'Orient et des chrétiens dans le monde en général. Je prends me souvenir qu'en termes d'hommes politiques, bon, il y a des personnalités comme Valérie Boyer ou François Fillon, plus majoritairement évidemment situés à droite, qui défendent les chrétiens ou qui ont pris position pour eux, mais beaucoup se réfugient derrière une laïcité, la République française, etc., pour justement ne pas soutenir ces chrétiens, alors que on a quand même le sentiment que au niveau du monde orthodoxe, par contre, puisque les chrétiens d'Orient, c'est les deux, il y a les deux versants, et bien que les orthodoxes sont beaucoup plus soutenus que les autres, quoi. Pourquoi, selon vous, la France faillit-elle à sa nomination de fille aînée de l'Église? Alors, je crois qu'il y a deux choses. Le premier facteur, c'est une laïcité à la française mal perçue, combattante, agressive contre tout ce qui est la définition d'un élément religieux. C'est d'ailleurs vrai sur notre perception de l'ensemble du monde arabe, hein, pas simplement pour la question des chrétientés orientales. Et alors évidemment, quand vous voyez un intervenant ou l'autre et que vous lui dites « je vais aider des chrétiens en tant qu'ils sont chrétiens », vous dites « ah non, ça n'existe pas, nous aidons des êtres humains qui n'ont pas de racines, pas de confession, pas de particularité, etc. » Or, le Proche-Orient, vous le savez, Régis, ça fonctionne exactement différemment, à l'antithèse de tout cela. Le deuxième point, c'est que la gauche a réussi à diaboliser le soutien aux chrétiens d'Orient. Si vous cédez les chrétiens d'Orient, vous êtes tout de suite suspect de dérives identitaires, de volonté revancharde des croisades, ou même d'être partisan de la guerre des civilisations, toute chose assez étrange. Oui, tout à fait, ou d'aider Bachar el-Assad, puisque il est bien connu que personne n'a aidé les islamistes qui intervenaient en Syrie, en France, de manière organisée. Ce qui me paraît fascinant, c'est que malgré tout ça, malgré le fait d'être conspués, les Français restent extrêmement mobilisés en tant que pays réel pour les chrétientés orientales. Si vous allez dans un camp si vous alliez dans un camp de réfugiés en Irak, si vous êtes présent au Liban, si vous allez même en Jordanie, même dans des pays qui n'ont pas cette trace française, eh bien vous trouvez des coopérateurs français, des volontaires français, des Français qui restent de dignes héritiers de ce grand sentiment, de ce grand mouvement, et ça montre bien que notre pays ne le lâchera pas. Donc à la fois, j'allais dire, une sorte de séparation entre l'État et le reste de la société. Et puis, le dernier point, le fait que la France est embarquée dans des alliances internationales qui parfois sont particulièrement fautives dans la région, ce qui n'incite évidemment pas nos gouvernements à mettre la lumière sur les conséquences que leurs politiques ont sur les communautés chrétiennes. Régis Le Sommier, je vous redonne la parole juste après le bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Je rappelle que Charles Lemeyer, vous êtes dans notre émission ce matin pour votre livre « Pourquoi me persécutes-tu ? Chronique d'un Orient martyr » aux éditions La Nouvelle Librairie. Mais tout de suite, je donne la parole à Adèle Rosner. Ligne droite. Très haut,
Vue de haut. Alors, nous continuons notre vue de haut. Régis Sommier, vous aviez la parole, vous vouliez poser une question à Charles de Meyer. Non, parce que j'avais posé la question sur la question de la laïcité. Maintenant, je voudrais un petit peu revenir sur les comment. Aujourd'hui, quels sont les besoins les plus urgents? Quelles sont les communautés justement sur lesquelles SOS Chrétiens d'Orient et en général les communautés chrétiennes s'attachent particulièrement? Est-ce que c'est toujours l'Irak ou est-ce qu'il y a d'autres zones où, je pense en particulier au Pakistan, où les communautés chrétiennes sont extrêmement vulnérables et pas à l'abri justement de fatwas et donc où c'est difficile de vivre. Quel est aujourd'hui le sens, la zone la plus urgente pour vous? Alors oui, la zone la plus urgente en matière de droit et de souffrance économique, vous avez raison de le préciser, Régis, c'est le Pakistan. Pourquoi au Pakistan? D'abord parce qu'il y a la présence d'un islamisme très radical et très répandu dans la société. C'est-à-dire qu'en gros, l'État peut dire ce qu'il veut et essayer de protéger les minorités qu'il veut. De toute façon, sa société ne souhaite pas un vivre ensemble correct, du moins dans certaines parties du Pakistan, avec les chrétiens. C'est toutes les affaires de blasphème qui ont été mises en lumière, notamment par la question d'Asia Bibi. Mais il y a aussi un deuxième facteur au Pakistan, c'est que nous sommes dans des sociétés de castes, que souvent il y a une identité entre la confession chrétienne et des castes très inférieures de la société, si bien qu'au Pakistan, une partie de l'aide de SOS Chrétiens d'Orient, c'est de soutenir notamment un père qui s'appelle le père Parvez, qui aide à sortir de l'esclavage pour dette des communautés chrétiennes. Alors évidemment, c'est pas présenté comme de l'esclavage, mais en réalité, ça l'est. On vous construit une maison et puis vous êtes esclave sur 4 générations pour la rembourser, etc., etc. Deuxième danger, c'est les dangers géopolitiques et militaires qui interviennent directement. Et là, j'allais dire que l'Arménie et le Haut-Karabakh et puis l'Irak font partie de ces zones très instables, très dangereuses. En Arménie, parce que nous voyons bien que malgré les tentatives de l'Union européenne, Bakou, c'est-à-dire l'Azerbaïdjan, déconsidère complètement les initiatives de paix et que, en gros, tant qu'il n'y a pas d'intervention directe de la partie russe pour assurer la paix dans cette région et qu'on fait croire à Yerevan que l'Union européenne ou les États-Unis pourraient être un parrain efficace de cette paix, eh bien, elle n'a aucune chance d'advenir puisque il est très peu probable que Bruxelles envoie des gens mourir pour l'Artsakh. C'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est donc l'Irak. L'Irak, on voit que le pays est complètement morcelé. C'est la suite de l'invasion américaine de 2003. Aujourd'hui, l'Irak est quasiment un non-pays dans sa réalité, puisque les communautés sont complètement antagonistes les unes aux autres, les gouvernements régionaux sont antagonistes les uns aux autres, et on voit bien que les chrétiens, qui sont une infime minorité de la population, vivent très mal cette instabilité, et on peut vraiment arriver dans 10 ans, Régis, vous qui avez connu l'Irak il y a plus de temps, avec un Irak sans chrétiens, ce qui était inimaginable il y a une vingtaine d'années. Mais il faut quand même reconnaître que pendant justement la période où Mossoul était et une grosse partie de l'Irak du Nord était sous contrôle de Daesh, les chrétiens, entre guillemets, les zones chrétiennes de Karakosh à l'ouest de Mossoul ont été quand même libérées avec l'aide de ceux qu'on appelle les Hajj al-Shabi, c'est-à-dire les milices chiites, pour certaines extrêmement radicales, qui ont pris la défense quelque part, ou en tout cas qui ont libéré ces zones chrétiennes. Est-ce qu'aujourd'hui, ces milices qui sont encore hyper présentes, il ne faut pas rappeler que le gouvernement irakien est de confession chiite, est-ce que il existe aussi un antagonisme maintenant entre les chrétiens et les chiites, ou est-ce que les relations sont toujours au beau fixe comme elles étaient à l'époque, quoi? Non. La situation est extrêmement tendue sur place. Les Hajj al-Shabi et puis la myriade de gens qui tournent autour veulent évidemment être rétribués pour leur participation sanglante. Je le rappelle, c'est des sacrifices. Moi, j'avais vu les soldats à plusieurs occasions de libération et des divisions irakiennes. C'était des dizaines et des dizaines de morts de jeunes chiites du sud du pays par jour pour libérer ces zones. Et en fait, rien n'a été fait pour organiser la sortie de crise et la sortie du mouvement milicien qui a été fait sur place. On peut pas demander à des gens d'aller mourir pour Mossoul et s'attendre à ce qu'ils disparaissent de la circulation rapidement. Pourtant, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut d'abord parce que c'était l'initiative et la promesse de ces milices
au départ, de libérer les terres des chrétiens. Et donc, quand on libère une terre, on la laisse, on ne se l'accapare pas. Et le deuxième point, c'est aussi une compréhension de la communauté internationale. Aujourd'hui, la communauté internationale a un rapport très particulier à ces milices. Elles étaient bien pratiques quand elles étaient dans le camp de la France et des États-Unis qui participaient à la libération de Mossoul, parce qu'en clair, c'était rue par rue, maison par maison, avec des types de combats qu'on n'a pas envie de voir à la caméra en Occident. Et maintenant, que fait-on de ces anciens alliés de fait sur le terrain? Comment les réorganise-t-on? C'est extrêmement compliqué. Là, il y a quand même un infime espoir, Régis, je pense. C'est, comme vous le voyez, le rapprochement irano-saoudien, ce grand mouvement d'apaisement dans l'ensemble de la région, dont on voit qu'il n'est pas issu de l'Occident, malheureusement, mais d'une conciliation chinoise, détend beaucoup de situations sur place. Alors évidemment, entre la détente diplomatique officielle et sa répercussion sur le terrain, il y a un hiatus temporel. Mais je crois que tout ce mouvement est une très bonne nouvelle pour plein de pays. Alors vous avez cette situation pour la plaine de Ninive, on peut l'espérer, le règlement de la question présidentielle au Liban, la réintégration de la Syrie à la Ligue arabe qui entraînera de fait un mouvement, une répercussion dans les institutions européennes, puisque aujourd'hui, en gros, ce qu'on nous dit à Bruxelles, c'est que si la France et l'Allemagne ne bloquaient pas, la partie européenne accepterait déjà de participer à des réunions de la Ligue arabe en bilatéral avec des représentants syriens. Donc on voit quand même qu'il y a un mouvement de grande réconciliation au Proche-Orient. Ce qu'il faut espérer, c'est que les démocrates américains, à l'occasion de leur campagne, ne viennent pas remettre un peu de tension dans tout cela pour réussir à remettre un pied dans les négociations internationales régionales. Alors, je voulais revenir sur votre livre, Charles de Meyer. Pourquoi me persécutes-tu, chronique... Je ne peux que vous y encourager, Corentin. Comment Pourquoi me persécutes-tu, chronique d'un Orient martyr, préfacé par Richard de Sèze, d'ailleurs, que nous connaissons bien dans cette émission. Je voulais vous revenir sur le 4 août 2020, au Liban. Donc, Beyrouth est en ruine après une explosion dans le port de la ville. Vous connaissez bien le Liban, évidemment. Vous êtes allé sur place urgemment. Vous avez vu l'ampleur des dégâts et vous parlez notamment du lien particulier qu'il y a entre le Liban et la France. Moi, je me souviendrai toujours. Ma femme était, je crois, à 6 mois ou 7 mois de grossesse. Donc, quand je lui ai dit que j'allais filer au Liban, vu l'urgence de la situation, j'ai été accueilli avec beaucoup de joie. Mais c'était important pour nous, parce que c'est un pays dans lequel j'évolue de manière très régulière depuis une dizaine d'années, où je connais très bien les acteurs. Et il faut savoir que cette explosion du port de Beyrouth, le 4 août 2020, succédait à une crise économique qui était déjà terrible, avec une attaque contre la livre libanaise, et puis avec une inflation totale pour le reste de la population. Et ce qu'on a vu sur place, c'est un Liban complètement désemparé, en déshérence économique, qui venait de subir un choc traumatique pour l'ensemble de la population, puisqu'au-delà des morts, l'ensemble des quartiers de la façade méditerranéenne de Beyrouth étaient touchés. Et en même temps, une population, une jeunesse qu'on décrit souvent comme un peu indolente à Beyrouth, qui était pourtant mobilisée pour essayer de réparer ce qui pouvait l'être dans la ville. Donc à la fois une grande terreur et un grand signe d'espoir. Et là, SOS Chrétiens d'Orient a renoué avec ses premières amours, et moi aussi, puisqu'on a fait de l'action de terrain immédiate, aller visiter les maisons et les appartements à refaire, distribuer des biens de première nécessité, et puis montrer aux Libanais que les Français ne les abandonnaient pas. Aujourd'hui, le Liban est sans président de la République, qui est un poste dévolu traditionnellement à un chrétien maronite. Le Liban est vilipendé dans de nombreuses organisations internationales. Le Liban est considéré comme le parent pauvre des pays avec lesquels nous pouvons fonctionner au Proche-Orient. Il accueille 2 millions de réfugiés syriens, c'est-à-dire plus d'un tiers de sa population réelle, ce qui déstabilise complètement sa démographie. Et nous, en Occident, en France et dans l'Union européenne, nous lui répondons soit qu'il doit se débarrasser du Hezbollah du jour au lendemain pour mériter d'être aidé, ce qui n'arrivera pas, soit que il ne peut pas être aidé tant que l'ensemble de la classe politique n'est pas en prison, ce qui n'arrivera pas non plus. Donc en réalité, pour des impératifs moraux, on laisse tomber un pays qui était notre principal ami. L'irréalisme en politique étrangère est en train de nous coûter l'un de nos principaux relais au Proche-Orient. Régis Le Sommier, une dernière question. Moi, dernière question sur globalement le rôle et la place des chrétiens au Moyen-Orient. Est-ce que on peut dire finalement que les chrétiens, c'est un peu le
le canari dans la mine, c'est-à-dire c'est quand un pays va mal, on s'attaque aux chrétiens. Quand un pays est en voie de décomposition, quand l'État faillit, eh bien les chrétiens sont les premiers visés. Est-ce que c'est cette tendance, on l'a vu avec l'Irak, vous avez rappelé l'ouverture de la boîte de Pandore par George Bush en 2003, mais est-ce que finalement quand il n'y a pas d'État, finalement les chrétiens ne sont pas défendus, quoi? Ouais, quand il n'y a pas d'État, les chrétiens ne sont pas défendus, et quand on soutient des rébellions sans savoir trop ce qu'elles veulent, le bon signal pour savoir si elles sont islamistes, c'est de savoir si elles persécutent directement les chrétiens. La catastrophe des printemps arabes a été significative de ce point de vue-là, hein. En Syrie, immédiatement, il y a des exactions contre les chrétiens, contrairement à ce qui est prétendu. Et en tout cas, les chrétiens choisissent très rapidement leur camp. En Égypte, pendant la présidence de Mohamed Morsi, il y a une grande participation de la rue copte à renverser Morsi parce que la situation est catastrophique. Il y a des attentats tous les 3 mois, notamment des attentats qui visaient directement le pape copte. Je rappelle que si vous allez au complexe patriarcal du Caire, vous voyez encore des piliers en marbre criblés des ceintures explosives qui visaient soit le pape, soit les gens qui priaient dans le complexe patriarcal. Et puis troisième moment, je crois, très significatif, c'est la volonté d'épandre ce printemps arabe par les frères musulmans dans l'ensemble des sociétés, et donc une visée contre les chrétiens assez immédiate. L'image du canari dans la mine est très exacte, d'autant plus que c'est l'un des derniers canaris qui restent, puisqu'avant il y avait les populations juives de ces pays-là qui servaient aussi de jauge, et aujourd'hui force est de constater qu'il n'y en a quasiment plus. Les chrétiens restent donc les derniers témoins de cette volonté de faire un pont entre des communautés musulmanes très antagonistes entre elles. On a souvent l'impression que l'océan des islamismes arrase les différences, alors que sans chrétiens, au Liban, il n'y aurait pas de village entre des Druzes et des chiites. Sans chrétiens, il n'y aurait pas une coopération possible entre les Kurdes et les Arabes en Irak. Sans chrétiens, il n'y aurait pas l'arrivée de cette culture, notamment en Haute-Égypte. Donc les chrétiens sont un ferment de paix et de progrès pour tous ces pays. Et d'ailleurs, les gouvernements de ces pays, dès lors qu'ils ne sont pas islamistes, le savent très bien, et c'est pour ça qu'ils protègent les chrétiens, puisqu'ils savent que c'est pour le bien commun de l'ensemble de leur nation. Alors, dans votre livre, Charles de Meyer, vous finissez par lettre à un volontaire, une lettre magnifique qui est un appel à servir, une lettre sur l'engagement qui m'a beaucoup touché, mais qui m'a donné envie de partir avec vous à SOS Chrétiens d'Orient. Je crois malheureusement... Allez-y, Corentin, allez-y, n'hésitez pas. Je crois que malheureusement, maintenant, c'est un petit peu trop tard. Mais justement, qu'est-ce que vous voulez dire à un jeune ou qui se poserait la question de partir, d'être volontaire, de rejoindre cette grande famille des 3000 volontaires que vous avez envoyés en Orient depuis 10 ans avec SOS Chrétiens d'Orient? J'allais dire que le goût de l'aventure est une vertu personnelle et une noblesse française, et que donc il faut y céder. Il est important d'y céder pour 2 choses. D'abord parce que c'est continuer le fil du temps, et être les militants des Chrétiens d'Orient aujourd'hui, c'est continuer ce que nos pères ont fait avant nous. Et puis parce qu'il apprendra beaucoup, il recevra beaucoup pour lui-même. La confrontation à l'altérité réelle, la vie dans des conditions moins confortables que les nôtres, l'appréhension, mais Régis le dit sur ses réflexions sur le terrain, l'appréhension d'un monde qui ne pense pas comme nous, qui ne réagit pas comme nous et qui ne partage pas nos codes, c'est ce qui permet de s'édifier et de grandir également dans sa vie d'homme. Et puis SOS Chrétiens d'Orient a une dimension spirituelle importante, pleurer avec ceux qui pleurent, souffrir avec ceux qui souffrent, épouser leurs conditions. C'est aussi grandir soit dans sa foi, soit dans sa réflexion de vie d'homme, et je ne crois que ça ne peut que faire du bien à nos auditeurs. Et ce que vous dites aussi, c'est qu'on ignore les fruits de ces bienfaits et qu'on ne sait pas non plus les répercussions. Donc c'est assez beau de se dire on va sur le terrain et puis on ne sait pas ce que ça va donner. C'est un véritable acte d'amour, un don total de soi dont on n'attend pas une rentabilité immédiate. C'est sûr que si vous voulez une ligne sur le CV, SOS Chrétiens d'Orient n'est pas assez fait pour vous, mais si vous voulez une ligne qui traverse votre âme, je crois qu'il y a eu peu de déçus dans ce secteur-là.
Merci beaucoup Charles Demeyer. Je rappelle donc que vous êtes président de SOS Chrétien d'Orient. Vous dirigez le livre journal des débats sur Radio Courtoisie tous les mercredis à 21h30. Et donc vous êtes auteur de ce livre « Pourquoi me persécutes-tu ? Chronique d'un Orient martyr » aux éditions La Nouvelle Librairie. Puis je rappelle notre partenaire Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta, ex-directeur adjoint de Paris Match, auteur de La vérité du terrain, récit d'un reporter de guerre aux éditions Bouquin, et Jusqu'au dernier Ukrainien, récit d'un reporter de guerre aux éditions Max Milo. Et le magazine d'Omerta est toujours en vente et toujours plus que jamais d'actualité. Omerta, immigration, chaos organisé. Merci à tous les deux.